Bonsoir à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver et de vous présenter cette vidéo qui est un petit peu particulière. On va parler du parcours d'un produit. On va d'abord choisir un produit et puis on partira sur un produit qui se pèse. Donc on va voir qu'il y a la notion de kilo qui rentre en compte. On va parler du trajet, on va parler des frais liés, on va parler des marges. On fera un parallèle avec les cours en CAP EPC et notamment le référentiel et également un parallèle avec le bac MCV avec son référentiel également. Alors j'ai choisi la banane parce que j'ai vu un reportage où il parlait de la banane, je me suis dit bah pourquoi pas, et je me suis servi de cette base et puis l'aide de ChatGPT et puis de l'actualité pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait la vente d'une banane. Alors je dis la vente d'une banane, en général on n'achète pas une banane mais plutôt un régime ou 5-6 bananes. Alors moi je me suis demandé mais combien il y a de bananes pour 1 kilo, parce qu'en général on base tout sur le kilo, et donc ChatGPT m'explique que en gros il faut environ 6 à 8 bananes pour 1 kilo. Ensuite, d'où viennent ces bananes? Eh bien en général en France métropolitaine elles viennent des Antilles, de Guadeloupe et de Martinique. Et donc ça génère un coût, forcément. Dans mes recherches, j'ai pu voir que la production agricole, main-d'œuvre, entretien, traitement, récolte, emballage local, ça revient à environ 90 centimes le kilo. Donc, on va partir sur cette base-là. On a le trajet jusqu'en France métropolitaine. Et là, j'ai découvert qu'ils arrivaient par cargo. Et il faut environ 10 jours de traversée. 10 jours pour arriver au port de Dunkerque. Et là, il faut environ 24 heures pour être déchargé tous les containers. Et ça a un coût. Le transport maritime, l'assurance, la manutention portuaire, c'est environ 15 centimes le kilo. Ça varie en fonction, évidemment, du fuel, des taxes, etc., etc. On va rester sur 15 centimes par kilo. Ce qui amène notre kilo de banane à 1,05 €. Maintenant, il y a le traitement en France métropolitaine. Une fois que ça a été déchargé, on va conserver les bananes dans des hangars. Et chaque banane est contrôlée. Les bananes restent à la mûrisserie en fonction de la date de mise en vente. La température varie dans la chambre tempérée en fonction de la date de livraison dans les points de vente. Et tout ça, ça a un coût, évidemment, c'est 18 centimes le kilo, ce qui nous amène notre kilo à 1,23 €. Ensuite, il y a le coût du transport terrestre. Il va falloir faire la distribution de Dunkerque vers les plateformes logistiques, les magasins, et ça revient à environ 10 centimes le kilo. On est donc à 1,33 € le kilo. Et ensuite, il y aura les marges des distributeurs, la marge brute de la grande distribution, la casse, les promotions, les coûts de rayon, la TVA. Mais un magasin a différents frais, la structure, tout le fonctionnement, et donc ça réduit la marge. La marge réelle est donc différente. Mais nous, on va s'appuyer sur la marge brute. Ça représente environ 65 centimes le kilo. Donc, 1,33 € plus 65 centimes, 1,98 € le kilo. Évidemment, ça variera en fonction des points vus précédemment, mais c'est en gros le prix sur lequel on peut se baser. Ensuite, on va voir les étapes vues par le point de vente. Imaginons un commerce qui vend des bananes. Il va falloir qu'il mette en place toute une stratégie pour pouvoir avoir ces bananes en rayon. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Il faut bien avoir conscience qu'un produit n'arrive pas là par hasard. Il y a tout un cheminement, le cheminement pour le point de vente. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. C'est parti. Pour que le produit soit là, il faut le commander auprès de ses fournisseurs. Donc pour cela, il va falloir surveiller l'état des stocks, voir si on a encore des bananes en nombre suffisant ou pas. Donc on surveille bien ce qui se passe. Et puis, si on voit qu'il en manque, eh bien on va préparer les propositions de commande. On adaptera le mode de transmission adapté, téléphone, mail, courrier, papier, ça m'étonnerait que ça existe encore, mais peut-être. Et puis ensuite, on transmet la commande après validation. Ça, c'était la participation à la passation des commandes fournisseurs. Ensuite, il va y avoir la réception du produit, la réception de notre banane. Pour cela, il va falloir identifier les documents de livraison et de traçabilité. Il va falloir contrôler la qualité et la quantité des bananes en ce qui nous concerne. On comparera le bon de commande et le bon de livraison pour voir si on a bien reçu ce qu'on avait commandé, bien évidemment. S'il y a des anomalies, on les gère, on transmet éventuellement au responsable si jamais on ne sait pas gérer. Ensuite, une fois qu'on a reçu les produits, il faut les stocker. Les stocker en général dans la réserve. Là, je suis désolé, la vidéo n'est pas en rapport avec les bananes, j'ai rien trouvé. Mais il va falloir savoir utiliser du matériel adapté
Il va falloir ranger les produits dans des lieux appropriés. Par exemple, nos bananes, peut-être qu'elles seront stockées dans des réserves ventilées, avec des températures ou pas. Ensuite, on va trier les contenants, tous les emballages, les cagettes, les cartons, etc. Et surtout, on essaye de maintenir l'organisation et la propreté de la réserve pour bien s'y retrouver. Quand les produits sont stockés, on va les mettre en rayon. On va approvisionner, mettre en rayon et ranger selon la nature des produits. Ici, nos bananes. Donc on va déterminer combien on doit mettre de produits en rayon. On va anticiper les ruptures en rayon, même si on en a en réserve, hein, attention. On va identifier donc les produits, combien de bananes, combien de pommes, combien de pastèques, etc. Ensuite, on va les acheminer de la réserve vers la surface de vente avec des diables, des rolls, des tire-pales. Ça dépend du magasin dans lequel on est. Ensuite, on va procéder à la rotation des produits. On va essayer de détecter les produits impropres à la vente et les retirer. La DLC, ou pour nous, comme la banane, une banane abîmée, attention, c'est pas forcément vendeur, hein, donc il faut absolument les enlever tous les matins, voire même dans la journée quand on voit. Cet ordre était l'ordre du référentiel CAP-EPC. Hein. Ensuite, il y a mettre en valeur les produits et l'espace commercial. On va participer à la mise en valeur des produits, on va faire en sorte que ce soit joli, que ce soit beau. On va participer à l'aménagement des espaces d'exposition, les vitrines par exemple. Et puis on va veiller à ce que tout soit propre et bien rangé. On va aussi faire attention à ce que les lieux de vente soient bien rangés, comme les cabines. Ici, c'était une cabine d'essayage dans un magasin de grande distribution, ça faisait peur. Ensuite, on va participer aux opérations de conditionnement des produits, préparer et nettoyer les équipements et le mobilier, parce que des fois, on va conditionner des produits, comme ici, on voit sur l'image des bananes par 4, non plus en régime. On va donc rassembler le matériel et les fournitures nécessaires, hein, les boîtes, les bananes, et puis on va sélectionner les bons produits, on va prendre les bonnes quantités, on va adapter les prix, et puis on va emballer, on va conditionner les produits. Je vous invite à aller voir les vidéos sur le conditionnement et l'emballage, la différence entre les deux. Ensuite, on va mettre à jour la signalétique, on va l'installer et la mettre à jour. Ça va être éditer des étiquettes prix, des produits, les étiquettes promotionnelles. On va installer, mettre à jour l'ILV et la PLV. Pareil, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui concernent ça. On va mettre en place et vérifier le balisage. Et surtout, on va vérifier l'exactitude de l'affichage et alerter en cas d'anomalie. Par exemple, sur nos bananes, on peut dire la provenance, on peut dire si c'est une agriculture biologique, etc. Ce sont des étiquettes, des signalétiques, de l'information qui peut être très importante pour le client. Ensuite, on va lutter contre la démarque et on va participer aux opérations d'inventaire. Donc, on va poser des antivols, alors pas sur les bananes, hein, mais sur d'autres produits. On va identifier, repérer et implanter les produits à date courte ou, comme on l'a vu tout à l'heure, les produits qui sont périmés ou qui sont en phase d'être périmés. On va repérer et enregistrer la démarque connue. Maintenant, ça se fait souvent sur informatique. Et on va ranger et compter les produits. Ça peut être un inventaire, donc c'est la comparaison entre le stock réel et le stock théorique. Le stock réel, c'est ce qu'on a vraiment dans le magasin, et le stock théorique, c'est ce que notre logiciel de gestion des stocks nous dit. Évidemment, il faut préparer son environnement de travail, donc on va préparer le matériel, ça peut être comme on l'a vu tout à l'heure, le diable, le tire-pale, etc. On va avoir une tenue qui est adaptée au magasin. Magasin de sport, on peut être habillé en sport, magasin de costume, on est habillé en costume, et chez un épicier, on peut tout à fait avoir un tablier. On va vérifier le bon fonctionnement du matériel et des outils d'aide à la vente, comme la balance, on va vérifier la tare, qu'il n'y ait pas de problème, par exemple. Ensuite, il y a la phase de vente. Il faut prendre contact avec le client, accueillir le client quand il rentre dans le magasin, quand il rentre dans notre rayon. On s'adapte au contexte commercial et au comportement du client. On va adopter une attitude d'accueil, c'est-à-dire être disponible, souriant, etc. On va favoriser un climat de confiance, ça c'est très important, il ne s'agit pas de vendre une fois à 30 € et puis jamais revoir le client, vaut mieux qu'il vienne toutes les semaines pour acheter 10 €, ce sera bien plus rentable. Ensuite, on va accompagner le parcours client dans un contexte omnicanal. Ce petit schéma est très intéressant, je vous invite à mettre en pause éventuellement et à le regarder. En tout cas, on va essayer d'adopter une écoute active, on va identifier la demande du client, on va orienter, informer le client, et évidemment, on va le conseiller. Alors sur les bananes, pas trop forcément, mais des recettes de cuisine par exemple. On va accompagner le client à utiliser les outils digitaux s'il y a besoin dans le magasin. On va lui présenter les produits. On va lui proposer des services associés et complémentaires. On va renseigner le bon de commande s'il y en a un, ou le document de vente, etc., etc. Et ensuite, on remet le colis, le sac ou le produit réservé au client. Ça se fait notamment dans les drives qu'on verra après. Et puis on peut éventuellement réaliser des livraisons, ça se fait dans les petites épiceries de quartier. On va finaliser la prise en charge du client,
C'est-à-dire qu'on va enregistrer les achats, éventuellement des retours, hein, mais là, pour l'idée, c'est vraiment vendre nos bananes, donc on va enregistrer les ventes. On va proposer un moyen de fidélisation, c'est pareil, très important pour un petit magasin surtout. On va encaisser et accompagner l'encaissement. Donc là aussi, c'est une phase importante dans un magasin, l'encaissement. Il ne faut pas le négliger. Et puis, il faut savoir prendre congé, c'est-à-dire remercier le client et lui dire au revoir. On va essayer aussi de collecter et d'actualiser les informations sur son profil. Et puis enfin, on ferme la caisse et on procède aux opérations de clôture. Chose très importante, ce qui va nous permettre de déterminer notre chiffre d'affaires de la journée. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant ça. Il peut y avoir des réclamations, donc dans ces cas-là, il faut savoir écouter et identifier clairement le type de réclamation, et puis évidemment répondre à cette réclamation, donc proposer une action corrective, dans le cas d'une réclamation simple, mais si jamais on ne sait pas répondre, on n'hésite pas à envoyer le client vers un responsable, ou diriger en tout cas le responsable vers le client, pour qu'il puisse adapter la réponse. Tout à l'heure je parlais du drive, et bien maintenant de plus en plus, même dans les petits commerces de proximité, il y a des préparations de commandes destinées aux clients, pour des livraisons au domicile, faites par des entreprises privées par exemple. Donc il faut savoir prélever et rassembler les produits commandés, reconditionner et stocker les produits, vérifier l'adéquation entre la commande et la préparation bien évidemment, et puis ensuite on enregistre et on entrepose. Si ce sont des produits frais ou congelés, on les met au bon endroit en attente de la livraison. Ici c'était les 14 compétences qu'on voit en CAP EPC, mais en réalité dans les bacs commerciaux, on retrouve tout cela avec d'autres noms peut-être, mais un magasin tourne toujours de la même manière. Donc pour les bacs Pro MCV par exemple, ça marche tout à fait. Si vous voulez retrouver un petit peu tout ça de façon officielle, il y a le Serpeg, ou avec le lien sur le CAP EPC, je vous mets le lien ici. Vous pouvez tout à fait comprendre un petit peu les 3 blocs avec recevoir et suivre les commandes, puis mettre en valeur les produits et approvisionner les rayons, et enfin conseiller et accompagner le client. On a la même chose pour le bac Pro MCV, mais là j'attire votre attention sur la différence qu'il y a dans les intitulés. Mais le fonctionnement est exactement le même. On va avoir de la gestion d'espace commercial, on va avoir de la relation clientèle, etc. Quel que soit le produit, un magasin a absolument besoin de toutes les étapes que nous venons de voir. Et peut-être que maintenant vous ne verrez plus les bananes de la même manière, vous les mangerez peut-être différemment, en tout cas vous savez d'où viennent ces prix, et ça vous a permis de voir un petit peu comment un magasin fonctionne. Si vous êtes enseignant, partagez avec vos élèves, partagez avec vos collègues. Si vous êtes élève, partagez avec vos camarades si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pour vous.